départ, les enfants vont vers les parents. Mais c'est la manière dont on réagit qui fait que l'enfant se détourne. Ta fille vient te voir et te dit « Ah, le maître a fait quelque chose aujourd'hui, maman. » Et tu dis « Non, tu mens. » C'est là que l'enfant il va pas, et l'enfant ne va pas revenir vers toi pour te dire. Donc, la vraie question c'est, en tant qu'adulte, quel climat on instaure à la maison? Il faut que tu me dises tout, même si je sais que tout ne viendra pas. Je ne vais pas te juger. Je peux ne pas être d'accord avec toi, mais je ne vais pas te juger. Donc, quand tu apprends déjà à te dire, ou quand tu apprends à libérer ce genre de paroles avec ton enfant, toi-même tu lui racontes des choses qui t'intéressent à ce que l'enfant fait de cette journée, c'est déjà un climat de confiance que tu instaures. Bienvenue dans Inspiraël. Dans cet épisode, nous allons explorer les réalités, les défis, mais surtout sans filtre, les joies de la parentalité. Parce que être parent ne s'apprend pas seul, mais on peut en parler ensemble. Et nous allons en parler justement avec Isaura Viera. Bonjour Isaura. Bonjour Janita. Bienvenue à toi. Merci. Comment tu vas? Très bien, et chez toi? Ça va, on rend grâce. Okay. Alors, merci à toi d'être venu, d'avoir répondu à notre invitation dans Inspiraël. Et avec toi, nous allons parler de la parentalité. Okay. Mais avant, je voudrais que tu nous parles de toi. Qui est Isaura Viera? Brièvement son parcours. Parce que c'est important pour moi. L'objectif, c'est de voir au-delà de qui nous connaissons sur les réseaux sociaux. Alors, écoute, merci à toi, Joanita. Bonsoir à tous. Quand on me dit de me présenter, j'ai toujours un peu de mal parce que je me demande, je démarre d'où concrètement? Je sais pas. Bon, alors on va dire quoi? Isaura Viera, 4e fille d'une famille de 5, si on peut commencer comme ça. Orpheline de père. Aujourd'hui, consultante en parentalité, expert en bien-être de l'enfant. J'ai un centre de loisirs également pour enfants. Mais avant ça, dans le monde professionnel, je dirais que j'ai créé ma première agence de communication il y a quelques années. Ensuite, la maternité a transformé certaines choses parce qu'à travers mon agence de communication, je faisais déjà des événements pour enfants. Mais je pense que l'arrivée de ma première fille m'a donné envie d'aller plus loin, de comprendre davantage le mode de fonctionnement des enfants, surtout que j'étais déjà avec eux. Donc, on va dire, j'ai eu une licence en journalisme, mais après, je me suis formée dans le développement psychologique de l'enfant et en parentalité positive. Et donc, aujourd'hui, j'allie ma casquette de consultante, d'expert en bien-être de l'enfant, parce que ça fait déjà près de 13 ans, semi-entrepreneur aussi. Et par ailleurs, j'ai d'autres activités parallèles que je mène. Aujourd'hui, je suis maman de 2 filles et je suis en couple. Voilà. J'espère que j'ai fait le résumé. Oui, tu as fait le résumé. Il est bien fait d'ailleurs. Et je voudrais te demander comment est-ce que tu définirais la parentalité bienveillante aujourd'hui? Alors, la parentalité bienveillante, je vais répondre d'une autre manière. Ce que les gens pensent, une fausse idée que les gens se font de la parentalité bienveillante. La parentalité bienveillante n'est pas un mode d'éducation qui exclut, je vais dire, la rigueur. Beaucoup de gens se disent « Ah, la parentalité bienveillante ». Surtout en Afrique, on se dit « Oh, c'est le truc des Blancs, c'est le fait d'accepter tout à nos enfants ». Non, pas du tout. Une parentalité bienveillante, c'est vraiment la parentalité, c'est vraiment le mode d'éducation que tu utilises pour
te mettre à l'écoute de l'enfant, aux besoins de l'enfant. Aller au-delà des besoins, des premiers besoins tels que je le nourris, je l'envoie à l'école et autres, mais vraiment les besoins affectifs, les besoins de sécurité. Donc, quand tu apprends à voir au-delà du comportement de l'enfant, quand tu essaies de comprendre ce qu'il y a derrière un comportement, c'est ça une parentalité bienveillante, parce que quand tu apprends à comprendre, tu donnes des réponses adéquates à ça. Et donc la parentalité bienveillante, c'est vraiment de se mettre dans une peau de celui qui essaie de comprendre l'attitude de l'enfant. En gros, c'est ce que les gens ne comprennent pas dans notre contexte, parce qu'on a tout le temps tendance à se dire que c'est sans rigueur. Et pourtant, on peut bien être bienveillant et mettre beaucoup de rigueur dans notre mode de fonctionnement. Oui, exactement. On parle de rigueur, on assimile généralement, et comment on appelle, l'éducation bienveillante au fait qu'il n'y ait pas de punition et tout, alors que nos parents, dans le temps, nous frappaient correctement, nous insultaient. Et je voudrais déjà savoir comment est-ce que les parents d'aujourd'hui peuvent s'adapter à notre écosystème, à nos réalités aujourd'hui, comment mieux éduquer leurs enfants. Parce qu'il faut dire que le temps que nous avons vécu, c'est-à-dire comment nous avons grandi, moi, par exemple, je me rappelle qu'il y a une chose que je n'aimais pas au cours de mon enfance. On pouvait me frapper, mais les insultes, je ne les aimais pas du tout. Parce que je dis que ce sont des mots qui restent, qui traumatisent et qui créent des blessures qu'on traîne à des moments donnés. Donc, je voudrais que tu nous dises un peu comment est-ce que nous, en tant que parents, nous devons essayer de mieux éduquer nos enfants pour avoir des enfants quand même équilibrés, parce que l'objectif, c'est d'avoir des enfants équilibrés, heureux, joyeux. Alors, le constat que je dirais déjà que je fais depuis un bon moment, c'est que notre génération est en train de prendre conscience des choses. C'est une très bonne chose. Beaucoup s'intéressent à la question comment mieux faire par rapport à avant. Parce que oui, aujourd'hui, on est adulte, mais on a beaucoup d'adultes prisés. Oui. Et aujourd'hui, on n'a pas envie de refaire les mêmes erreurs que nos parents. En vrai, ce n'est pas qu'on dit qu'ils ont fait des erreurs en tant que telles, ils ont fait de leur mieux. Vraiment, ils ont fait de leur mieux. La preuve, c'est qu'on est là. Oui. Donc, ils ont fait de leur mieux. La seule chose qu'on pourrait dire, c'est qu'on se dit souvent, peut-être que si papa ou maman avait compris ou avait cherché à comprendre ce qui se passait à tel moment, certaines choses ne seraient pas arrivées. Parce que oui, comme je dis, on a été éduqués comme ça. Va à l'école, on te donne à manger, on les baffe. Donc, oui, ça, c'est vrai, ça nous a réveillés. Oui. Mais ça a aussi créé certaines blessures. Oui. Donc, aujourd'hui, c'est bien que les parents prennent conscience du fait qu'il y a des choses à changer. Par contre, je vais dire, il y a une pression sociale qui fait qu'on n'est pas concentré sur l'éducation quand même bienveillante de nos enfants. On cherche l'argent. On se dise la vérité. Voilà, tout le monde cherche l'argent. Et c'est très important d'ailleurs, parce que justement, pour mieux éduquer l'enfant et tout, il y a des soins, il y a sûr. Voilà. Donc, on n'est pas, quand je dis on n'est pas concentré, c'est vraiment, on cherche tellement l'argent que les moments de qualité à passer avec les enfants, en fait, on ne le fait pas. Exactement. Et pour répondre du coup à ta question, comment faire, moi, c'est déjà un premier conseil que je dis aux gens. Passer des moments de qualité avec vos enfants. Ce n'est pas d'être, on ne peut pas être avec son enfant quand on a envie vraiment de passer un moment de qualité et être sur son téléphone. Non. Normalement, ça ne se fait pas. Même l'enfant, c'est comme si on ne le considérait pas. Et l'enfant, il sait, les enfants, ils comprennent. Donc, tu veux échanger comment avec un enfant quand toi, tu es sur ton téléphone et que bon, tu es là, tu écoutes juste d'une oreille. Ça ne sert à rien. Et ça, c'est déjà une première chose. Pression sociale pour dire oui, on cherche l'argent. Et quand on va te demander, oui, je cherche l'argent, je suis occupée. Mais ce qu'on oublie, c'est que les enfants, honnêtement, nous-mêmes, on est là, on a grandi. On ne se souvient pas
de papa ou maman à chercher d'abord l'argent. C'est des Non. moments qu'on a passés avec nos parents Exactement. qui restent. Donc, quand tu es comme ça, oui, je dois faire ci, oui, je dois faire ça, c'est vrai, on le fait tous. Mais à un moment donné, il faut pouvoir se poser et se dire, là, je consacre du temps à mes enfants. Donc, ça, c'est la première des choses à faire déjà. Sortir du je veux être parfait, c'est une deuxième chose. Ça vient toujours, ça vient souvent, nous parents. Moi, c'est maintenant que j'ai compris, quand moi-même j'ai commencé à faire les formations et tout en parentalité, mais avant, l'objectif c'était de se montrer parfait, parfait. Genre, je vais être le meilleur parent possible, donc il faut pas faire d'erreurs et tout. On se fout un stress énorme. Énorme. Voilà. Qui agit sur les enfants aussi, parce que les enfants ressentent ce qu'on ressent. Et ça, on se met, ah oui, je veux faire ci, ah oui, je veux faire ça. Parfois, c'est parce qu'on a juste vu quelqu'un en passant avec son enfant bien habillé ou un truc comme ça, non, je veux faire ci, oui, je veux faire ça. Et tellement tu cherches à être parfait que tu t'oublies et tu oublies de donner l'essentiel en fait à l'enfant. Exactement. Parce que comme je dis encore, le fait de vouloir être parfait fait que par exemple, tu as envie d'aller acheter le dernier truc, je veux donner le meilleur. Alors que ce n'est pas forcément de ça que l'enfant a besoin. L'enfant a besoin de toi en bonne santé. L'enfant a besoin de toi là, heureux. Voilà, c'est de ça. Quand tu es là, qu'on sent que maman est là. Quand tu es là, on sent que papa est là. Voilà, c'est de ça qu'on a besoin. Donc en réalité, si aujourd'hui on a envie de revenir à quelque chose vraiment de bienveillant, c'est déjà de se dire rien n'est parfait. Je n'ai pas à être parfait. Ça déjà, c'est ça. Vous n'êtes pas seul, vous n'êtes pas parfait. Moi, je dis souvent aux parents, Dieu sait faire les choses. Il sait pourquoi vous êtes le parent de tel enfant. Exactement. Donc, arrêtez de vous mettre une grosse pression. Et les choses viennent avec le temps. Personne n'aime les parents. On apprend petit à petit. Et c'est pas du jour au lendemain. Donc, ne vous mettez pas une certaine pression en vous disant, ah non, du jour au lendemain, je dois être... Non. Soyez vous-même, soyez là, profitez des moments de qualité avec vos enfants. Et là, vous allez voir que oui, la parentalité bienveillante dont je parlais, elle va s'installer tout doucement parce que quand vous arrivez à instaurer ces moments de qualité, vous avez des communications, des conversations avec vos enfants. Vous apprenez à les connaître. Exactement. Je voulais vraiment en venir là parce que on a remarqué que surtout les cas de pédocriminalité, dans les cas de pédocriminalité par exemple, on a remarqué que la plupart des enfants qui ont vécu ces choses, à un moment donné, n'ont pas eu le courage d'en parler aux parents. Alors, je me suis toujours posé la question, comment est-ce que l'ambiance à la maison est? Pourquoi est-ce que c'est pas détendu, c'est pas, il n'y a pas un environnement de confiance avec les enfants? Et comment est-ce que naturellement les enfants ne vont pas vers les parents? Je me suis toujours posé la question et voilà, tu es là aujourd'hui et je voudrais que tu m'éclaires sur le sujet. Comme tu dis, je dirais même au départ, les enfants vont vers les parents. Mais c'est la manière dont on réagit qui fait que l'enfant se détourne. Les enfants, ils sont spontanés. Ils ne réfléchissent pas trop longtemps. Ah, papa, maman, ah oui, on a fait telle chose aujourd'hui. Si par exemple, on vient te voir et que dès que ton enfant vient te dire, oh non, toi, va là-bas, oh, tu racontes des conneries. Ta fille vient te voir et te dit, ah, le maître a fait telle chose aujourd'hui, maman, et tu dis, non, tu mens. Des trucs comme ça. C'est clair que l'enfant, l'enfant va pas revenir vers toi pour te dire. Exactement. Donc, la vraie question, c'est, en tant qu'adulte, quel climat on instaure à la maison? Si je veux créer un climat de confiance avec mon enfant, je discute avec mon enfant, je lui parle et je lui dis, tu peux tout me dire, quelle que soit la chose. Moi, c'est vrai, mes enfants sont jeunes encore, mais bon, j'en parle déjà, je parle quand même, je dis tout le temps. Dis-moi, il faut que tu me dises tout, même si je sais que tout ne viendra pas. Je ne vais pas te juger. Je peux ne pas être d'accord avec toi, mais je ne vais pas te juger. Donc, quand tu apprends déjà à te dire, ou quand tu apprends à libérer ce genre de paroles, et que avec ton enfant, toi-même, tu lui racontes des choses vite fait, tu taquines à machin, et tu t'intéresses à ce que l'enfant fait de cette journée,
c'est déjà un climat de confiance que tu instaures. Ça ne sert à rien d'envoyer nos enfants à l'école, ils reviennent, on ne sait pas ce qu'ils ont fait. Oh, ils ont travaillé. Bon, d'accord, quand les bulletins vont venir, là, on va dire le reste. On n'échange pas pour savoir c'est qui tes camarades de classe. Il y a des parents comme ça. Moi, j'en ai eu. C'est pas du tout du jugement, mais j'en ai eu. Et malheureusement, j'en ai eu aussi qui ne connaissent pas leurs enfants. Ça, c'est dommage. Parce qu'ils ne passent pas du temps avec les enfants. Ils sont là, mais ils ne sont pas là. Et l'enfant a besoin de parler. Et quand c'est comme ça, on va chercher dehors le tonton ou la tata. Exactement. Et là, on commence, là, on a les pièges, quoi, dehors. Donc, il est important qu'on puisse instaurer des climats de confiance chez nous, avec nos enfants. Il y en a qui ont peur souvent. J'ai eu une maman comme ça, qui avait très peur de discuter avec sa fille de 12 ans. Parce qu'elle avait peur d'aborder certains sujets. Elle s'est dit, mais comment? On a fait un travail merveilleux, maintenant ça va. Mais c'est aussi une question d'éducation. Tout à l'heure, on le disait, on n'a pas reçu ça. Nos parents ne nous ont pas enseigné ça. Avant, c'est chacun. Nous, on a vu ce que ça donne. Et aujourd'hui, on a travaillé avec cette maman qui, aujourd'hui, échange avec sa fille. Elle avait vraiment du mal à parler des choses basiques comme les menstrues. Par exemple. C'est des choses normalement qu'on doit se dire c'est normal. Très tôt et commencer à parler avec la fille. À 12 ans, normalement, on ne devrait même plus attendre que la fille ait ça avant d'en parler. Voilà, à un certain exactement. âge, il faut déjà informer, par exemple, ta fille, ah oui, il y a telle chose. À un certain âge, on a fait d'ailleurs un atelier où on parlait avec des mamans, et certaines me parlaient de leurs garçons. Ouais, mais les garçons, je dis oui. Même aussi avec les garçons, il faut apprendre à discuter avec vos garçons. Et justement, parlons des garçons. Souvent, on dit que, je parle de ma posture de spécialiste en genre et tout, et je me dis souvent que les hommes aujourd'hui qu'on voit, qui sont sexistes, misogynes, je me dis que l'enfance y est pour beaucoup. L'éducation de base y est pour beaucoup. C'est vrai que plusieurs se disent que non, pas forcément, et que c'est radical de le dire, parce que au cours d'une vie, il y a un parcours, il y a des connaissances qu'on a eues. Est-ce que c'est pas le dehors qui a influencé peut-être? Est-ce que c'est pas l'environnement, la société? Mais je te pose aujourd'hui la question. Est-ce que selon toi, justement, ce que nous vivons par rapport au sexisme, à la misogynie, est-ce qu'on ne pourrait pas travailler en tant que parents dès le bas âge pour avoir des garçons, je vais dire, beaucoup plus respectueux envers la femme, la gente féminine? Eh ben, je suis totalement d'accord avec ça parce que moi, quand j'échange avec les parents qui ont des garçons, je leur demande réellement d'éduquer leurs garçons comme ils ont envie d'éduquer leurs filles. Parce que trop souvent, on est sur l'éducation de la fille. On est trop calqué, il ne faut pas qu'elle fasse ci, il ne faut pas qu'elle fasse ça. Mais ton garçon, qu'est-ce qu'on lui enseigne? Est-ce que tu dis à ton garçon à un certain âge, tu dois respecter le corps des autres, tu dois respecter ton propre corps. Quand une fille te dit non, c'est non. Tu n'as pas à forcer. Il y a des choses. Est-ce qu'on échange suffisamment avec nos garçons? En général, non. En tout cas, pour les cas que j'ai rencontrés. En général, c'est non. C'est non. Et c'est dommage. Et il faut qu'on puisse transformer ça, qu'on puisse éduquer nos garçons pour qu'ils aient ce respect. Non seulement, je dis encore d'abord de leur personne, parce que c'est ça d'abord aussi, une estime de soi. Quand tu te respectes, tu peux respecter aussi les autres. Qu'ils puissent comprendre aussi que, ah non, la personne qui est en face de moi, elle a des droits, elle n'a pas à subir, je veux dire, des choses de mes pulsions, je dois apprendre à me contrôler à un certain âge. Il faut avoir des discussions réelles avec nos garçons aussi. Il y a aussi un parent que j'ai eu lors d'une consultation, un garçon de 13 ans qui, oui,
tellement, ouais, moi, je dirais, on l'a trop gâté. Mais de toute façon, j'en ai parlé avec les parents. Même Les enfants rois, comme on le dit parfois. Voilà, c'est ça. C'est un enfant roi. Mm. Et c'est le petit qui, voilà, quoi, il fait ce qu'il veut. Il tape sur les domestiques à 13 ans. Wow. Ouais, et à un moment donné, le c'est là aussi, je vais dire qu'on on a un rôle d'exemple à montrer. À un moment donné, quand on pose la question, tu te rends compte que l'enfant ne fait que, que répéter ce qu'il doit faire à la maison. Exactement. Et je le dis souvent, les enfants n'apprennent pas de ce qu'on dit, mais de nos comportements au quotidien. C'est pas du mimétisme. Donc, on se rend compte en échangeant que malheureusement, ce sont les parents qui... Bon, il y a de la violence entre les parents. Exactement. Okay. Et donc, pour le petit, c'est normal de frapper sur une femme. Et quand je dis il y a une femme, parce que c'est un truc qui tape, quand je dis même les domestiques, ce sont les femmes, déjà. Les femmes, quoi. Hein? Il ose gifler une qui peut être sa mère, c'est pas possible. Et pendant longtemps, il comprenait pas, comprend pas. Bon, du coup, quand c'est comme ça, on est obligé de travailler sur les parents et leur expliquer ce que vous faites, c'est pas bien. C'est vrai que nous, on ne vient pas en juge, oui, mais on essaie quand même d'attirer votre attention sur le fait que ce que vous faites a forcément un impact sur... Et nous sommes là pour les accompagner, justement. Je te jure. Donc, quand vous posez des actes, n'oubliez pas que les enfants, ils vont répéter la même chose. Après, on s'étonne de voir nos enfants devenir telle chose, un enfant à qui tu ne peux pas dire non. Et le truc, c'est parce que c'est allé jusqu'à l'école. Il agresse des filles, des jeunes filles. Mais pour lui, c'est... Quand je te prends, il faut que tu restes tranquille. OK. Donc, tu vois, sans tout leur dû. Exactement. Donc, il y a un travail réellement que les parents doivent faire. Il faut qu'on prenne conscience. C'est pas parce que nous, on n'a pas eu ça qu'on ne doit pas travailler sur nous pour offrir le meilleur. Et justement, quand tu parles de travail, je sais que Isaura organise des activités dans ce sens, que ce soit pour les parents, les enfants. Est-ce que tu voudrais nous en parler brièvement? Alors oui, en tant que consultante, oui, je fais des ateliers pour les parents. Je reçois certains parents, ça peut être en groupe, ça peut être en ligne, il y a des événements spéciaux pour ça. Et pour les enfants, il y a le centre de loisirs Le Monde de Aura, qui existe depuis. On est dans tout ce qui est créativité, loisirs, éveil. Aujourd'hui, on essaie vraiment d'aider l'enfant à avoir confiance davantage en lui. On essaie de ressortir le côté créatif de l'enfant à travers tout ce qui est activité. On a déjà nos événements, on a des événements ludiques, créatifs, artistiques. Et je dirais que chaque fois qu'on a mis en place un événement, c'était toujours pour ressortir un volet spécial de l'enfant, que cet enfant puisse ressortir tout ce qu'il y a de meilleur en lui. Parce que quand je prends un défilé comme le défilé qu'on a fait pendant des années, Africa Kids Fashion, au début, les gens ne comprenaient pas pourquoi je faisais défiler des enfants. Et je leur expliquais, pour la petite histoire, j'ai été mannequin. Bon, j'expliquais ce qu'un podium pouvait apporter à un enfant ou à une personne. Et heureusement, j'ai eu beaucoup de parents qui étaient tout le temps impressionnés le jour du défilé. Parce que juste avant les répétitions, on me dit mon enfant est timide. Non, mon enfant ne peut pas faire ça. Exactement. Et le jour où je dis oh, Isaura, t'as fait comment? Voilà. Oh, Isaura, t'as fait comment? Et ça fait plaisir. Donc, on a vraiment aidé beaucoup d'enfants à travers ces événements à ressortir le meilleur d'eux, à pouvoir se mettre en avant, parce que c'est important aujourd'hui de pouvoir se révéler aussi au monde sans trop en faire, mais pouvoir donner le meilleur de soi. Et franchement, à travers aussi les différents événements que j'organise, j'essaie vraiment de véhiculer certaines valeurs. Je dis toujours, c'est vrai, aux parents, je ne cherche pas à rééduquer vos enfants, mais j'essaie, moi, ma manière d'améliorer les choses. Exactement. Et je suis contente d'avoir des retours objectifs,
toujours pour améliorer certaines choses, des retours de transformation, parce que quand tu reçois un message ou un appel, on te dit, ah oui, mon enfant, t'as été comme ça, alors ça va, ah oui, ça fait plaisir, tu te dis, ok. Et ce qui fait le plus plaisir, c'est quand je sors et que je vois même des enfants, même, bébé, ils ont là, ça fait plaisir, je me dis, bon, écoute, tant mieux, si on peut changer les choses, et je sais que tu fais pareil, donc on espère On espère vraiment. On espère vraiment. pouvoir apporter notre petit grain de sel à la chose, à tout ce qui concerne la nouvelle génération. La nouvelle génération. Et que penses-tu d'instaurer ou d'essayer? Moi, je ne parle pas du cadre familial, mais déjà dans nos écoles, d'introduire l'éducation inclusive. Le cadre familial, voilà, ça va. On peut le faire. Mais est-ce que tu penses que c'est faisable? Est-ce qu'il faut le faire? Est-ce que c'est important, nécessaire ou fondamental de le faire? Alors, tu me parles d'éducation inclusive. Bon, on va aller plus loin. Je vais te demander, c'est vrai que c'est toi la présentatrice, c'est toi qui poses des questions, mais moi, je vais te redemander, pour aller plus loin, qu'est-ce que tu me mets dans inclusif? Est-ce que ce sont, par exemple, des enfants ayant des handicaps? Est-ce que ce Je veux sont des beaucoup plus enfants... parler du genre. Ah, c'est ce que je voulais savoir, parce que ah oui, bien sûr qu'il faut qu'on commence quand même à mettre ça en place, mais je pense que il faut vraiment qu'on mette ce qu'on appelait, nous, éducation civique, là, entre-temps, Qu'on revienne là-dessus. exactement, bien formé et qu'on mette ce genre d'aspect. Les enfants sont égaux, Exactement. garçons comme filles. Aujourd'hui, excuse-moi, quand quelqu'un me dit, ah, quand est-ce que tu auras un garçon? Je les regarde, je dis, écoutez, ce qu'un garçon peut faire à pas procréer. Mais il n'y a pas, il y a rien qu'on puisse me dire forcément c'est le garçon. Le garçon, lui, il peut jouer par exemple et puis la fille à la cuisine, non. Donc ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à l'éducation. Ce qu'on est en train de vouloir inculquer à nos filles, il faut qu'on puisse l'inculquer à nos garçons au même moment. Et ça, oui, il faudrait instaurer... pourquoi pas, si le gouvernement peut mettre ce genre d'activité dans le programme scolaire, ce sera vraiment quelque chose qui va nous ramener aux sources, pouvoir rééduquer nos enfants sur l'essentiel. Et puis, c'est vrai qu'il y a tout un autre truc autour du programme pédagogique, mais bon, ça, je ne vais pas. Parce que moi, je vais toujours dans la posture de, si on arrive à le faire réellement, on aura moins de cas de VSS, de VBG à un moment donné au cours de leur parcours, parce que maintenant, ça part déjà très jeune, où tu vois un enfant de 12 ans agresser sa camarade, et je me dis que si on insérait l'éducation inclusive, ça pourrait essayer je ne sais pas. Non, c'est une très bonne idée, et pour ça, il faut déjà former aussi les enseignants. Parce que c'est ça aussi. Ah, c'est également ça. Il faut qu'ils soient, il faut les former. Il faut qu'ils servent d'exemple. Et tu sais que je vais aborder l'éducation à la sexualité. Voilà, tu sais que je vais le faire. Parce que tout de suite, quand tu as parlé de enseigner, comment on appelle, former les enseignants, j'y ai pensé. Parce qu'il n'y a pas longtemps, j'ai assisté à j'ai vu des réalités. Je me suis demandé, mais est-ce que nos autorités savent ce que les enseignants font? Est-ce qu'ils enseignent correctement ce qu'on leur dit en fait de faire? Parce que quand un enfant de sœur me dit, ou bien un enfant de sœur me dit, ah, pour faire un bébé, on fait ci, on fait ça. Et quand je dis on fait ci, on fait ça, c'est que c'est ci et ça. On se comprend. On ne peut pas apprendre à un enfant de sœur il faut avoir des rapports sexuels et tout avec un enfant. Je vais dans la posture du parent, non seulement du parent, mais de la spécialiste que je suis. Tu vois? Parce que je me dis, à chaque âge, on a la pédagogie qu'il faut pour enseigner l'éducation sexuelle. Il y a les mots qu'il faut, la technique qu'il faut. Voilà. Je ne sais pas si toi, tu as déjà reçu des cas
à ton niveau où l'éducation à la sexualité était biaisée, ça a eu des conséquences et tout? Je ne sais pas. Bien sûr. Il y a quand même des choses qui se passent, hein. Quand tu es... Après, bon, on a quand même le contrat de confidentialité Mhm, qui fait qu'il y a des choses on ne peut pas divulguer. exactement. Mais oui, c'est important de pouvoir mettre en place une éducation sexuelle, Mhm, euh, mais tout dépendra de l'âge de l'enfant, de comment est-ce qu'on commence par parler du corps. D'abord, c'est d'abord ton corps. Il exactement. faut faire comprendre à l'enfant, oui, les parties de son corps qui ne sont pas à toucher, dire avec les mots qu'il faut, avant de commencer par lui dire, ah, un jour, oui, c'est comme si ça se fait. Mais il ne faut pas être pressé de dire aux enfants, on se bouge, En fait, si on fait ça. si on fait ça, c'est pas possible. Exactement. C'est vrai que les enfants viennent aussi vous voir pour Mhm, vous poser des questions. En général, quand ils viennent vous voir pour vous poser des questions, c'est qu'ils ont déjà des réponses. exactement. Ils veulent juste la confirmation. Donc, c'est à vous maintenant de voir. C'est pas, le truc n'est pas, moi je dirais, c'est pas de cacher. Il faut discuter. Mhm, Mais il y a la manière dont vous allez discuter avec un enfant. mhm. En même temps, il ne faut pas faire peur totalement à l'enfant. C'est-à-dire que, comme on nous disait, nous, entre-temps, ah ouais, je dis une connerie ici, si un garçon passe à côté de toi, tu tombes enceinte. Oui, moi, on me disait ça. Tu vois? Ma maman me disait, quand j'ai eu les menstrues, ma maman m'a dit, Ah, maintenant oui, tu es une femme. euh, Si tu souris à un garçon, c'est maintenant fini, c'est tu fini. tombes enceinte. Tu tombes enceinte. Tu vois, Et là, ça m'a te traumatisée. ça te traumatise. Tu Voilà, vois? exactement. Donc, dans la manière dont on va parler de sexualité, il y a des réalités qu'il faut dire à l'enfant. Il y a d'autres, il faut pas non plus abuser comme si c'était non, quoi. Parce que oui, ça te traumatise. Mhm. Parfois, ça peut créer chez certaines personnes le fait de ne pas s'approcher jusqu'à je sais pas quel âge d'un homme. Dans ton cas, Ou ça peut avoir l'effet contraire. ah oui, on ira chercher. Voilà, pour Voilà, voir. ce qu'il y a là. Donc oui, il y a vraiment un travail à faire. Mais ça commence aussi vraiment par aussi, bien qu'on parle des enseignants, Mhm. le grand travail d'abord c'est à la maison. Parents. C'est là, c'est d'abord là. Mm. Parce que les enseignants, ils sont très dans leur système pédagogique. Mm. C'est vrai qu'il faut qu'on leur dise, maintenant, il faut qu'on commence à inculquer des choses aux enfants. Mais la base, c'est à la maison. Parce qu'il ne faut pas qu'on abuse aussi. Il y a certains enseignants, entre griffes, en voulant parler de sexualité, peuvent aller très loin. Mhm. Oui. Comme tu dis, on peut vouloir prouver, Voilà. montrer à l'enfant ce que c'est. Mhm. Tu vois? Mhm. Bon, là, Ça donne ce que ça donne. voilà. Donc, la base, c'est d'abord à la maison. Il faut commencer à parler à votre enfant selon l'âge. Comme je dis, d'abord, c'est simplement son corps, Oui. les parties de son corps, Le l'hygiène. consentement. Oui, le consentement. Après, oui, le consentement. Il faut que tu puisses dire non, ton corps t'appartient, tu n'es pas obligé de faire telle chose Mhm. et autres. Après, oui, comment est-ce que ça se fait, les bébés? Parce que c'est souvent ça. Mhm. Ouais, ils ne te disent pas comment est-ce qu'on Mhm. oui, comment est-ce qu'on a fait les bébés? Ah, d'accord. On peut voir comment est-ce qu'on agit, mais toujours en leur disant, pour l'instant, c'est pas, il faut pas que ça soit ta priorité, mon Mhm. enfant. Pour l'instant, c'est pas ta priorité. Oui, c'est comme ça, peut-être les enfants viennent au monde, mais là, ce n'est pas ta priorité. Tu dois travailler d'abord et continuer d'observer. Ne cachez pas tout, mais ne montrez pas tout. Non plus. C'est pas facile, hein, mais C'est pas facile parce que en tant que parent, moi-même en tant que mère, il y a des situations que nous vivons. c'est ça. Et vraiment, on se demande, ok, Est-ce que il y a des et puis là, questions tu es obligé de regarder, d'observer l'enfant, de regarder comment est-ce qu'il est en train de se comporter. Voilà. Devant un livre, un dictionnaire, où l'enfant tombe trop sur un livre, puis tu vois que son regard est très... Tu te demandes, mais c'est quoi? Là, on commence à dire, à quoi il pense? Mhm. À quoi il est en train de penser? Si tu as de la chance, il te pose une question. Sinon, il se tait et puis il continue. Mais quand c'est comme ça, je dis aux parents, quand tu vois par exemple ton enfant de 13 ans, un enfant quand même qui peut raisonner, qui est tombé sur Mhm. une image, Une scène. une scène,
et qu'il passe du temps dessus, fais semblant de lui poser une question. Tu dis, ah oui, ce que tu as vu là, qu'est-ce que tu en penses? Il faut savoir comment est-ce qu'il en pense. Parce que je trouve que c'est beaucoup plus grave quand l'enfant ne vous parle pas. Exactement. Exactement, c'est très grave. C'est très grave. Et moi, aujourd'hui, je sais que les parents ont beaucoup de défis. Trop. Ils ont énormément de challenges. Et parfois, je me demande comment on arrive à s'en sortir, que ce soit dans nos vies professionnelles, au quotidien et avec l'éducation des enfants. C'est un gros challenge. Même nous qui sommes spécialistes, j'ai même parfois l'impression que c'est encore plus Voilà. challengeant en fait. Pour Parce que nous, tu te dis, ah non, il faut que ça soit. Ouais, c'est un challenge énorme. Mm. Moi, ce que je dis après aux parents, en plus de tout ça, chacun fait ce qu'il a envie de faire. Je suis croyante, je suis spirituelle. Je Mm. suis pas fanatique, mais je suis spirituelle, ce qui fait que je dis, il y a beaucoup de choses, c'est Dieu qui nous protège. exactement. Alors, Isaura, je disais tantôt que c'était pas facile pour nous en tant que parents, pas du tout. Et parfois, nous qui avons plusieurs enfants, des fois en bas âge, des fois, Non, non. C'est un peu blague du moment, quoi. est-ce que tu as un mot d'encouragement? Est-ce que tu as des conseils à donner aux parents en général? Parce que nous savons tous que c'est pas forcément évident. Mais tu regardes dans ta caméra et tu leur parles. En tant que parent, en tant que spécialiste. Bon, alors, chers parents, je dirais ce que je dis souvent quand les gens viennent me voir. Vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul. Ce que vous vivez, d'autres parents le vivent aussi. Et vous faites déjà de votre mieux. Vous faites de votre mieux. Vous êtes le parent qu'il faut pour votre enfant. Vous faites de votre mieux. Apprenez à demander de l'aide. Apprenez à prendre soin de vous. Parce qu'un parent heureux fait un enfant heureux. Quand vous êtes stable, votre enfant sera stable. Donnez-vous les moyens qu'il faut pour être heureux comme vous. Apprenez à avoir confiance en vous. Dites-vous que vous n'êtes pas seul. Vous n'avez pas non plus à être parfait. Vous êtes le parent qu'il faut pour votre enfant. Donc, beaucoup de courage dans cette quête de parentalité équilibrée, pas parfaite, équilibrée. Et nous sommes là pour vous accompagner. Voilà. Est-ce qu'il y aura un mot de fin pour nous aujourd'hui sur cet épisode d'Inspira-Elle? Je te dirais déjà à toi merci pour cette initiative. C'est moi. C'est vraiment un plaisir de pouvoir échanger avec toi, de pouvoir parler à une communauté de parents, je dirais, engagés, même si c'est difficile. Je sais que beaucoup vont se demander comment on va faire. Mais je le redis, vous n'êtes pas seul. Donc, un mot d'encouragement ou un mot de fin, c'est soyez vous-même. Arrêtez de vous mettre trop de pression. C'est facile à dire, parce que parfois moi aussi je me mets de la pression. Mais arrêtez de vous mettre de pression, soyez vous-même. Et je suis sûre que vous allez offrir le meilleur dans votre environnement, que ça soit familial, que ça soit professionnel, que ça soit autour de vous. Donc voilà. Merci à tous de m'avoir Merci à toi, Isaura. Merci à toi. Merci à vous de nous avoir suivis. Et si cela vous a parlé, vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à commenter et surtout à partager. C'était Juanita Bukosa et à travers Inspira-Elle, initiée par la Ligue béninoise des droits des femmes. Merci et à la prochaine. Merci. Ouais.